Bonjour tout le monde, je suis Pascal Brault, médecin de famille. Aujourd'hui, je lance l'Action concertée. L'Action concertée, c'est un balado où les médecins de famille, médecins spécialistes se rassemblent pour réfléchir, débattre, puis rire, un peu jaune, mais quand même, des bouleversements qui sont provoqués par la loi 2. Le but de l'Action concertée, là, c'est de donner la parole à celles et ceux qui vivent le choc du changement, le choc du système de l'intérieur. Chaque épisode va explorer les angles morts de la nouvelle réforme, ses impacts sur la pratique médicale, sur les patients. Puis on va aussi, avec l'action concertée, aborder des solutions concrètes qui viennent du terrain pour reconstruire une médecine à échelle humaine. Bonne écoute. Pour le premier épisode de l'Action concertée, je vous propose un retour vers le futur. Ça tombe bien parce que le 31 octobre dernier, c'était pas juste l'Halloween, ça marquait le 40e anniversaire de la populaire trilogie mettant en vedette Marty McFly puis le Doc Brown. Au Québec aussi, on l'a notre retour vers le futur. Mais les acteurs, c'est François Legault puis les médecins. Comme ministre de la Santé, je veux être capable de dire à la population, je vous garantis que les urgences vont être ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour donner ce service essentiel à la population. On n'aura jamais un réseau de la santé qui est efficace tant qu'on n'aura pas une prise en charge de tous les Québécois par les groupes de médecine de famille. Donc, ça va brasser, mais on ne va pas reculer. Quand je vous dis retour vers le futur, là, vous allez comprendre. Dans notre cas, là, il faut remonter en 2002, puis on se transporte à Shawinigan en Mauricie avec une crise d'urgence qui a marqué l'imaginaire et l'histoire du Québec. Le 22 juin 2002, Claude Dufresne va décéder tragiquement dans l'ambulance qu'il conduit dans un hôpital situé à 30 minutes de sa résidence parce qu'il vient de se buter aux portes fermées de l'urgence de l'hôpital situé à peine à 800 mètres de chez lui pourtant. Commotion politique, la crise est intense. François Legault, qui est alors ministre de la Santé à l'époque, va faire adopter une loi spéciale pour forcer les médecins à assurer la couverture des salles d'urgence 24 heures sur 24. Dans les semaines qui vont suivre, les huissiers vont assigner des médecins à aller servir dans des urgences parfois situées à plusieurs heures de chez eux à coups de subpoena. Depuis 2002, le Québec est la province canadienne où les médecins de famille comptent le plus en deuxième ligne parce qu'ils ont été forcés d'aller courir dans les hôpitaux pour éviter les bris de service puis offrir des soins qui étaient jugés prioritaires à la population dans les salles d'urgence, à l'hôpital, sur les unités d'hospitalisation, dans les CHSLD, dans les unités d'obstétrique. Là, on se retrouve 23 ans plus tard pour rejouer l'histoire de l'autre bord. Puis la priorité maintenant, c'est l'accès en cabinet et la performance des docteurs à livrer cet accès-là. Fait que Back to the Future, version Québec 2025. Aujourd'hui, en fait, j'ai la chance de recevoir Martin Loranger. Martin Loranger, c'est un urgentologue qui a commencé à pratiquer en l'an 2000. Il a été brièvement médecin dépanneur au début de sa carrière, puis il est urgentologue à Charlemagne, à l'hôpital Charlemagne depuis 2001. Il est professeur agrégé d'enseignement clinique à l'Université Sherbrooke. Il a été responsable pendant 15 ans de l'enseignement pour son urgence. Il a été également responsable du recrutement pendant 10 ans à son urgence à Charlemagne. Puis depuis récemment, il s'occupe là où il est co-responsable du volet bien-être des médecins dans son département. Docteur Loranger, je l'ai invité justement pour notre épisode Retour vers le futur pour une raison bien simple. C'est le premier médecin qui a reçu, ou dans les premiers médecins qui ont reçu un subpénat par l'huissier en 2002, suite à la décision puis à la loi spéciale de François Legault pour forcer les médecins à aller couvrir justement des urgences. Lui, son subpénat, ça le forçait à partir de Longueuil pour aller à 6 heures de chez lui à Jonquière avec le préavis de quelques jours seulement pour aller justement tenir le fort à l'urgence de Jonquière à l'époque. Donc, quand j'ai relu ton histoire, Martin, là, à la lumière de la loi 2 là, qui a été adoptée là, tout récemment, je me suis dit, mais mon Dieu, quel voyage dans le temps. On rejoue avec les mêmes acteurs, le même scénario presque. Puis là, je me dis, toi, là, quand ça t'a-tu ramené à vivre ça? Puis, tu sais, c'était quoi à ce moment-là, cette période-là, ton quotidien comme médecin en 2002? Moi, en fait, j'avais gardé une, disons, une relation particulière avec François Legault. Fait que quand il nous a envoyé une autre loi spéciale sur la tête, ça m'a effectivement ramené en 2002 alors que j'étais jeune médecin. Ça faisait moins d'un an que je travaillais à l'hôpital Charlemagne à l'urgence. Pendant l'été, la loi 114 était passée. Un peu de la même façon, là, mais pas un bâillon, mais de façon urgente. Sans trop d'études préliminaires. Puis finalement, il y a eu plusieurs médecins là, dans une courte période là, qui avaient reçu un subpénat par huissier pour les convoquer à l'urgence de Jonquière là, dans les jours qui suivaient la convocation. Fait que toi,
il y a un huissier qui s'est présenté chez vous. T'étais où quand le huissier est venu cogner chez vous? En fait, ma blonde est médecin aussi, là, puis à ce moment-là, moi, je donnais un cours avec les résidents de médecine de famille de l'unité de médecine de famille de Charlemagne. Puis, bon, à ce moment-là, on avait des pagettes, là, quand on dit Back to the Future, là. Donc, elle m'avait envoyé un message 911 de la rappeler. Fait que j'avais rappelé, puis elle m'avait dit, écoute, il y a eu un huissier dans notre cadre de porte. Puis qu'il a dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis il lui avait juste répondu, ben, vous êtes médecin? Fait que, ben, c'est assez. Fait que c'était assez à l'époque pour se valoir ce truc-là. Puis c'était quoi qui était sur le papier exactement? Sur le papier, c'était essentiellement, vous êtes tenu de vous présenter à l'urgence de Le Jonquière. Moi, ça représentait genre 3 jours plus tard, là, pour y faire un quart de travail de nuit, telle date. C'était ça la teneur de la loi à ce moment-là. Il y a eu un relent aussi là, quand, tu sais, toute loi spéciale moi, je pouvais pas vraiment dire quoi que ce soit. Je pouvais pas ne pas y aller. J'avais pas grand-chose à dire. Puis finalement, j'ai fait le contraire. J'ai décidé de le dire haut et fort que je n'étais pas d'accord. Parce que la loi 114, en fait, à laquelle on fait référence, c'est la loi qui est venue donner le pouvoir de forcer les médecins aux directions là, des hôpitaux de justement pouvoir convoquer des médecins pour couvrir les gardes à l'urgence, pour éviter la fermeture de l'urgence. Quand on voit à la lumière là, de la loi 2 là, qui a été adoptée récemment, la loi 2, elle n'a rien inventé parce que quand on regarde dans le texte de la loi 114 à l'époque, en 2022 de François Legault, on voit encore l'impossibilité des médecins de ralentir sous peine de pénalité, l'impossibilité de ne pas se présenter ou de même faire des actions concertées. Fait que le thème de l'action concertée, là, ça fait très longtemps que c'est dans la loi. François Legault, il avait déjà pensé en 2002, fait qu'il a juste repris ces mêmes concepts pour 2025. Mais toi, là, donc, tu donnes ton cours, ta blonde t'appelle, puis là, elle dit, il y a un huissier qui s'est présenté à la maison, puis là, c'est comme tu sais que dans 3 jours, il faut que tu ailles couvrir l'urgence. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu reçois ça? Nous, on avait discuté un peu avant cet événement-là parce que j'avais dit, tu sais, moi, si on m'envoie de force en quelque part, moi, ça va dépasser ce que j'ai comme entente avec la société comme citoyen, en fait. Puis là, on était quelques jeunes médecins puis professeurs, puis on était abasourdis premièrement. Là, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on soit un huissier. D'ailleurs, j'en ai jamais reçu d'autres par la suite, tant mieux. Là. Mais à ce moment-là, on s'était assis, puis moi j'avais dit, écoutez, là, faut qu'on écrive quelque chose dans les journaux. Je peux pas accepter que on gère mon quotidien, qu'on gère ma vie personnelle et professionnelle, là, tu sais, qu'on me prenne en quelque part puis qu'on m'envoie ailleurs. Puis je trouvais que c'était une première extrêmement dangereuse pour les droits civiques. Là. Je suis pas Martin Luther King, là, on va s'entendre, là, mais moi, dans mon petit rôle de citoyen, je trouvais que si j'acceptais ça allait à l'encontre de comment je concevais la société, puis comment je pense que la plupart des gens concevaient leur propre société, qu'on soit pompier ou policier ou infirmière. Puis ben, à ce moment-là, j'avais écrit ça, puis je pense que ça l'avait fait réagir pas mal la presse, parce que justement, il y a probablement des journalistes qui se sentaient concernés aussi d'un point de vue citoyen Mhm. dans ce cri-là d'un jeune médecin qui était un peu outré de la situation. Mmh. C'est drôle parce que j'ai retrouvé dans les médias une sortie de François Legault qui concède que c'était pas ben correct d'y aller avec un huissier, ça aurait dû être par téléphone. Mais le fond de l'affaire, ça y allait, il y avait pas trop de problème à ça. Mais comment ton nom à toi est ressorti par rapport à, tu sais, il y a une masse de médecins, pourquoi c'est ton nom qui est arrivé à aller à Jonquière? Ouais, en fait, dans la petite histoire là, de ce que j'ai compris, que Jonquière avait essayé de conscrire les médecins du coin, puis finalement est arrivé en bas de leur liste. Puis il y avait des fonctionnaires là, qui avaient décidé, eux autres, qu'ils allaient demander au gouvernement d'utiliser la liste des dépanneurs. Et moi, en début de pratique, j'étais médecin dépanneur pendant 1 an et demi. Les fonctionnaires avaient décidé de prendre la liste puis d'envoyer des subpoenas à des gens qui étaient sur cette liste de dépannage-là pour les obliger à venir à Jonquière. Euh, Ça me permet aussi de dire, tu sais, qu'on a beau avoir les meilleures lois au monde, là, mais quand on laisse des fonctionnaires qui sont sûrement de bonne volonté à la base, là, mais qui sont détachés de notre réalité à nous, de mettre en pratique une loi avec un côté autoritaire comme celui-là, c'est là où est-ce qu'on voit que tous les abus sont possibles. Là.
Tantôt, tu as mentionné que tu étais pas le seul à avoir reçu des subpoenas, mais autour de toi, là, suite à cet événement-là, comment tes collègues réagissaient? Qu'est-ce qui se discutait? On était 11 médecins le même jour à avoir reçu un subpoena, tous pour la même urgence, là, probablement par la même personne qui les a envoyés, croyant bien faire. Moi, mes collègues, ben, comme je disais, je donnais un cours à ce moment-là, là, quand je l'ai su, puis autant les résidents que les collègues ont été abasourdis, je pense que c'est le mot, là. Puis les gens trouvaient que c'était un geste qui était très lourd de conséquences par rapport au futur de notre gestion médicale. D'ailleurs, ça l'a amené un peu là, l'excès des AMP, puis tout ça, d'obliger les gens à avoir une pratique qu'ils ne voulaient pas nécessairement avoir à ce moment-là. Je pense que ça l'a un peu aussi amené les gens à se poser la question sur qu'est-ce que nous, on a à faire comme regroupement de médecins, comme citoyens. Moi, je fais le lien un peu avec ce qui se passe actuellement, là. Quand il y a une dérive autoritaire d'un gouvernement, ça commence pas par toucher 100% de la population. Ça touche un groupe X avec lequel on peut avoir plus ou moins d'affinité. Je pense que tu sais, les infirmières sont très, très alertées par ce qui se passe avec les médecins. Puis à ce moment-là, c'était un peu la même chose. Les infirmières me disaient, ben là, pourquoi ça ne sera pas nous demain? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas nous envoyer de force à Gaspé ou à Fermont pour aller faire une semaine de travail là-bas? Donc, moi, j'avais senti la collégialité, puis beaucoup d'inquiétude de par tous les collègues qui étaient présents à l'urgence dans les jours qui ont suivi. Puis est-ce que tu percevais un peu le même écho dans la population autour de toi ou auprès des patients, ou t'avais-tu l'impression que les gens se sentaient concernés par cette crise-là à l'époque? Je pense que la population était un peu déchirée entre le côté tragique là, du monsieur qui était décédé entre deux urgences, une qui Mmh. était fermée puis l'autre qui était ouverte. Le désir que les urgences soient ouvertes jour, soit nuit, dans les endroits stratégiques. Puis d'un autre côté, jusqu'où était prêt à aller l'ensemble de la société civile. Moi, tu sais, j'ai des amis qui sont pas médecins, puis à ce moment-là, c'est vrai aussi, là, puis inquiets de cette dérive-là. Puis c'était pas dans la même ambiance autoritaire de nos voisins du Sud, où est-ce que Mmh. là, jusqu'à la limite, les gens peuvent se comparer avec les États-Unis actuellement puis trouver que c'était pas si pire que ça, là. Mais à ce moment-là, en 2002, on n'était pas du tout dans cette dérive autoritaire occidentale. Donc, c'était quelque chose qui sortait un peu de nulle part, puis les gens ont réalisé tout d'un coup que, oups, c'est pas parce qu'un gouvernement fait une loi et la passe à la majorité ou par bâillon qu'elle est nécessairement bonne et Mmh. applicable. Là, on est 23 ans plus tard, mais quand tu repenses à ce moment-là, là, est-ce que tu te dis que c'était inévitable à l'époque? Tu sais, est-ce que tu comprends qu'il ait fait ça, ou est-ce que tu te dis: «Ben, il y avait tellement d'autres choses à regarder»? Moi, je crois à la bonne volonté des médecins pour régler des situations urgentes. Je pense qu'il y a toujours une façon d'organiser la répartition des soins puis des médecins. Il y a des choix qui sont pas nécessairement faciles à faire, mais moi, je suis convaincu qu'il y a autre chose à faire que de forcer des gens à aller à un endroit contre leur gré. Je crois pas au fait que de brimer les libertés civiques des gens, c'est une façon de faire qui est acceptable dans notre société. Surtout que, quand on commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Mmh. Je pense qu'il y a une façon de le faire, puis il y a une façon de s'asseoir, même en situation de crise, pour essayer de trouver une solution, viable. Même si à court terme, ça demande, des compromis de part et d'autre. Pour avoir des compromis, il faut nécessairement que les 2 soient intéressés à s'asseoir ensemble puis discuter, ce qui n'est pas nécessairement arrivé, à ce moment-là durant l'été, 2002. Puis justement, dans cette foulée-là, est-ce que tu penses qu'on a appris quelque chose, ou que le gouvernement a appris quelque chose, ou les médecins, depuis 2002 justement? Personnellement, j'ai appris que, une loi, c'est, quelque chose qui est extrêmement lourd de conséquences. L'autre chose, c'est que quand les politiciens parlent, les gens pensent qu'ils disent la vérité. Quand ils parlent de nous, de moi en particulier cette fois-là, on se rend compte à quel point, nous, on est tout petits dans cette, équation-là. Je pense pas que le ministère de la Santé a appris grand-chose de cet épisode-là, parce que ce qu'on vit actuellement, je pense que c'est la même chose, mais exponentielle 10, où est-ce qu'au lieu de s'appliquer à un petit groupe de médecins, ça s'applique à l'ensemble des médecins au Québec pour l'ensemble des situations, puis l'ensemble des contextes. Donc l'aberration est juste plus grande. Mais moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir sur,
Sur ma présence comme citoyen dans cette, société-là, puis quel est mon rôle quand, les choses dérapent. On a eu des manifestations dans les derniers jours, puis je pense que on a beau aller là avec nos pancartes, puis essayer de faire valoir notre point de vue, mais je pense qu'il faut qu'on prenne notre rôle au sérieux comme citoyen. Oui, parce qu'il y a eu des solutions qui ont été trouvées à terme pour éviter ces choses-là. Et en fait, il y a eu une autre loi quelques mois plus tard qui a été adoptée. C'était la loi 142 à l'époque. C'est ça qui a créé les PREM puis les AMP formels. Les PREM, c'est des quotas territoriaux de médecins pour se répartir les médecins. Puis les AMP, ce sont les activités médicales particulières que chaque médecin allait jusqu'à 15 ou 20 ans de pratique est obligé de faire à raison d'un certain nombre d'heures. Donc, les 10 premières années, on doit faire 12 heures à l'extérieur du bureau par semaine pour justement soutenir des fonctions charnières, là, des services importants dans les établissements, par exemple l'urgence, l'obstétrique, l'hospitalisation, les CHSLD. Puis, après 10 ans de pratique, ça se réduit à 6 heures jusqu'à 15 ans de pratique. Je pense qu'après 15 ans de pratique, on est relevé de ça. Cette réponse-là, elle a été adoptée de manière concertée et de manière négociée avec les fédérations. Puis d'ailleurs, François Legault s'en félicitait. Les gens ont été capables de se parler. Puis à ce moment-là, mettons, là, si toi, là, tu pouvais justement euh, te parler à toi, Martin, en 2002, qui va affronter cette crise-là, c'est quoi le conseil que tu te donnerais? Je me dirais de rester vrai par rapport à mes convictions. Je pense que c'est de ramener ça à notre réalité, personnelle, mais sans flafla, sans excès de vocabulaire ou de langage. Hem Puis moi, c'est ce que je déplore de la politique actuellement parce que c'est comme un discours polarisant. Tandis que moi, en quelque part, je voulais pas polariser le débat, je voulais juste amener mon point de vue, puis dire que comme moi, comme citoyen, c'était inacceptable, point à la ligne. Si tu avais la possibilité de murmurer, de faire ton voyage dans le temps, là, de mettre ta DeLorean, puis de retourner en 2002 pour aller dire des petits mots dans l'oreille de François Legault de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais, tu sais, François, là, commence par t'asseoir avec les gens puis écouter. Je pense que nous, de notre côté, là, comme médecins, on est formés pour écouter. Je pense pas que comme politicien ou lui, ben, c'est un homme d'affaires aussi, là. Je pense pas que tout le monde a la même formation pour écouter vraiment qu'est-ce que l'autre a à dire dans le sens très humble de la chose. Moi, j'ai pas d'idée préconçue quand je m'assois avec quelqu'un parce que si j'en ai, je fais un mauvais diagnostic la plupart du temps. Donc, commence par t'asseoir, écoute vraiment qu'est-ce que l'autre a à dire, mets de l'humilité dans la soupe, là, puis tu vas voir, là, ça va bien aller. Nous, on veut bien faire en général. Les gens sont pas là pour mal faire. Puis l'autre chose, c'est que je pense que les gens sur le terrain ont des solutions incroyables. J'ai été surpris dans les 23 dernières années, justement, après ces événements-là, à quel point autant les infirmières que les médecins, les préposés, tout le monde a des solutions incroyables, mais c'est parce que les gens qui sont assis de l'autre côté, ils veulent juste qu'on leur dise qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont déjà décidé à l'avance. Moi, je dirais à François, François, écoute, assieds-toi, là, puis écoute pour vrai, puis tu vois, on va trouver des solutions ensemble. Si on fait un pont encore avec notre retour vers le futur, à un moment donné, là, le Doc Brown disait que l'avenir, là, il est dans son train là, pour repartir vers le futur là, avec sa nouvelle bien-aimée. Il disait, l'avenir n'est pas écrit d'avance, le nôtre dépend de nous. Toi, là, comme médecin, là, est-ce que tu crois encore dans le réseau de la santé québécois? Moi, je crois dans le réseau de la santé pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, je crois à un réseau public. Tu sais, l'autre chose, c'est que je suis convaincu qu'on a des professionnels de la santé puis des médecins qui sont dans les mieux formés au monde. Je suis convaincu que notre niveau de compétence, personnelle et globale est exceptionnel sur cette belle planète. Puis l'autre chose, c'est que je pense que nos patients sont dans l'immense majorité très conscients des limites de notre système. Je pense qu'ils sont prêts, eux aussi, de leur côté, à faire des compromis. Nous, on le vit tous les jours, Pascal. Tu sais, des gens Ouais. nous le disent. Je comprends que je vais attendre. Je comprends que ça, c'est plus difficile d'avoir accès ou tout ça. Les gens, ils sont conscients de ça. Hem, moi, je vois des politiciens qui rentrent, en politique pour essayer d'aider le système de santé avec des valeurs qui sont, positives au départ, puis à un moment donné, il y a comme une espèce d'opportunisme politique un peu malsain là qui s'installe, puis les gens arrêtent d'écouter. Mm. Puis là, on est devant une situation où pour moi là, c'est l'extrême de la non-écoute.
Mmh. Je pense qu'on s'en va dans un mur à ce moment-là. Puis là, aujourd'hui, en 2025, quand tu regardes là, depuis les derniers mois avec la loi, le projet de loi 106, quand tu regardes là, depuis la dernière semaine avec la loi 2, là, comment ça se passe? Comment ça se dit dans ton milieu? Tout le monde est inquiet. Les gens sont, anxieux, je pense, là, puis je parle pas juste pour moi, là, je pense que le niveau de, là, je vais utiliser peut-être un gros mot, là, mais le mot «détresse», je pense, est élevé actuellement dans le système de santé. Nous, je vais donner l'exemple, tu sais, à l'urgence, là, le rôle du médecin, là, c'est plus le seul à avoir les connaissances pour, réanimer quelqu'un. Les infirmières sont super formées, les inalos, peuvent intuber. Mais en quelque part, mon rôle, c'est aussi de baisser le niveau d'anxiété quand on a un cas extrêmement difficile. Puis là, que les médecins soient anxieux puis, en détresse actuellement, je pense que ça déteint sur tout le monde. Hem, les gens se réconfortent comme ils peuvent, mais de perdre le contrôle sur notre quotidien, je pense que c'est extrêmement troublant. Puis c'est pas un hasard que, moi puis Rami, un plus jeune collègue, là, on a décidé de commencer à monter un programme de bien-être, là, de wellness, là, pour notre département. Parce que bon, les médecins d'urgence, tu le sais, là, c'est dans les groupes de médecins qui ont le plus haut taux de suicide. Puis les Mhm. médecins, déjà, on est plutôt, dans le top 3 là, des suicides Ouais. professionnels. Donc, il faut réaliser que là, on est dans une situation extrêmement difficile, puis le discours politique, est absolument toxique depuis plusieurs années. Puis là, depuis les 3 derniers mois, c'est très, très pénible. Le PAMQ, le Programme d'aide aux médecins du Québec, d'ailleurs, a reçu un nombre record là, de demandes de soins, de demandes d'aide. Je vais mettre là, dans les commentaires, dans le fond, les contacts pour rejoindre ces ressources-là parce que c'est vraiment, vraiment très, très important que les collègues qui se sentent dépassés par la situation puissent interpeller de l'aide puis puissent cogner à une porte pour justement en recevoir parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre personne. Puis c'est pas juste parce que c'est un médecin, mais c'est parce que c'est un humain derrière ça. Si on fait un parallèle, là, 2002, situation d'urgence, crise des urgences, 2025, encore là, crise du système au complet, des lois spéciales. Qu'est-ce, quel parallèle tu fais entre les deux époques, puis qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui est encore pareil? Pourquoi on est encore dans cette poutine-là? Quand on a, quand la loi est arrivée en 2002, moi, j'avais plusieurs, de mes patrons qui avaient pris leur retraite pendant que moi, je faisais ma formation dans les années 90. La réforme Rochon, a, favorisé le départ de à ce moment-là, je pense que les chiffres, là, c'était 500-600 médecins qui avaient, pris leur retraite sur une période très courte. Puis après ça, probablement un autre 500-600 aussi qui avaient fini par s'en aller. On parle d'à peu près 1000 médecins sur quelques années, 4-5 ans. Je ne connais pas exactement les chiffres, là, mais ça correspondait à beaucoup de gens de qualité qui avaient décidé de quitter. Hum, Parce que d'un point de vue comptable, ça ramène un peu à ce qui se passe au ministère actuellement avec des comptables au gouvernement. C'est que si tu as moins de médecins qui traitent moins de monde, ça coûte moins cher. Puis ça, on dirait qu'on n'a pas été capable de sortir en 30 ans. Là, on parle pas de 20, on parle plus de 30 ans, là, où est-ce que on n'est pas sorti de cette équation comptable-là, où est-ce que si tu as moins de médecins qui voient moins de monde, ça coûte moins cher. Donc, ça veut dire qu'on va sauver des sous au bout de la ligne. Ça marche pas. Ça marche pas, puis ça marche surtout pas dans une société vieillissante, puis dans des soins qui coûtent plus cher par soin qu'il y a 30 ans. hum. L'autre chose, c'est que, on a rajouté des structures bureaucratiques. Chacun de nous, on le vit tous les jours. Les directions, qu'elles soient locales ou, centrales, s'éloignent du quotidien des gens qui offrent des soins. Je suis convaincu que c'est un échec lamentable de centraliser les décisions. Parce que les gens perdent, l'impression d'avoir du contrôle sur leur, vie professionnelle. C'est un des plus grands critères de bonheur dans la vie, pas juste bonheur professionnel, d'avoir un sentiment de contrôle. Puis le fait que ces décisions-là s'éloignent de la réalité quotidienne, elles sont moins bonnes, elles sont aberrantes. Les gens ont l'impression qu'ils ont pas de contrôle, que quand ils parlent, on les écoute pas. Dans le concret de ta pratique, t'en as-tu des exemples où est-ce que tu sens que tu le dénonces, je l'ai dit, j'ai pas de contrôle sur cette situation-là, je suis dépassée par la bureaucratie qui m'est imposée. C'est quoi concrètement dans la vie d'un urgentologue, comment ça se manifeste? Je vais vous donner un exemple concret, là. Nous, on vit le transport ambulancier d'un hôpital à l'autre par, ce qu'on appelle, là, les appartenances entre un hôpital.
Évidemment, là, tu sais, quand tu travailles à Fermont, il y a pas d'appartenance nulle part parce que, tu sais, tu es à Fermont, tu es tout seul, là. Il y en a pas d'autres hôpitaux autour. Nous autres, il y a 6, 7 hôpitaux en dedans de 20 minutes de l'hôpital Charlemagne. On reçoit des patients d'un peu partout qui viennent parce que, bon, ils pensaient qu'il y avait un suivi chez nous, ils pensaient que c'était mieux chez nous. Ça devient extrêmement compliqué que les gens soient près de chez eux. Puis quand on parle d'une décision aberrante, là, quelqu'un qui est hospitalisé chez nous puis qui habite à Sorel, là, sa famille, l'hiver, là, ils viennent pas les voir. Fait eux, ils sont seuls, ils sont loin de chez eux, ils connaissent personne, ils ont l'impression d'être complètement déroutés. Quand on essaie de s'asseoir sur des tables régionales pour régler les problèmes de transport d'un endroit à l'autre qui coûtent super cher puis qui font répéter les soins, qui allongent tout ça, on arrive tout le temps à des grandes phrases vides, puis au bout de la ligne, 5 ans plus tard, on est encore devant le même problème. Ouais, exact. Non, ça, c'est une réalité claire, là. Moi, comme hospitaliste, je l'ai vécu à toutes les fois. Des patients dont tout le dossier est ailleurs, mais que l'ambulance a dit: «Ah non, non, c'est là, le répartiteur a décidé que c'était à cet endroit-là qu'il envoyait l'ambulance». Puis là, pour une raison X, l'appartenance est refusée parce que tout le monde protège un peu sa petite chatte. Les Mmh. lits sont tellement rares et tellement précieux que si tu es capable de t'assurer que le patient il soit poussé dans un autre endroit que le tien, ça donne des scénarios qui sont absolument ridicules, ou juste des séjours prolongés où est-ce que le patient peut faire 2 urgences sur l'espace de 12 heures sans avoir de soins autres que de la stabilisation puis sans progresser dans sa prise en charge. Dans ton quotidien là, d'urgentologue, tu nommes des irritants administratifs, tu nommes une absence d'écoute qui n'a jamais progressé depuis 2002, alors qu'il y a de plus en plus de contraintes là, sur la pratique. Est-ce que tu dirais que tout le monde, dans tu sais, tous tes collègues, vous partagez un peu ces mêmes irritants-là? Tu sais, on parlait tantôt que la perte de sens, la perte Mhm. de contrôle par rapport à notre profession est un enjeu extrêmement important au point de vue du bien-être, dans le milieu professionnel. Je pense que, tu sais, nous, comme groupe de médecins, on a fait un lac à l'épaule l'année passée dans lequel on voulait parler de plein de choses. On avait différents sujets. Il y a un collègue à moi qui est un peu plus vieux que moi, là, puis au bout d'à peu près 10 minutes, il a amené la bienveillance comme sujet. Puis on a fini par passer, écoute, j'ai les frissons juste de parler de ça, là. On a passé 2 heures à parler de la bienveillance dans notre milieu, puis que, tu sais, Pascal, il faut commencer par soi-même. Mhm. Il faut commencer comme milieu par prendre soin de nous, se trouver beau, avoir Ah, des horaires c'est qui pas qui ont mal une beau, cer Martin. mais tu Fait sais, qu'entre vous, à l'urgence à Charlemagne, hey, t'es beau bonhomme aujourd'hui, t'es chic ben, aujourd'hui. il On faut se commence, on trouver il faut commence. se trouver beau puis Ouais, fin. Tu sais, la dernière fois que tu as vu un patient, il m'a dit qu'il avait trouvé ça le fun quand il t'a ouais, ouais. vu, tu sais, il était 3 heures du matin, tu l'as écouté ou «Hey», tu sais, le diagnostic l'autre fois, c'était vraiment cool et non pas juste: «Hey Pascal, tu sais, le patient que tu as vu l'autre fois, là, T'es il est passé à revenu», puis là, côté. Ouais. tu sais, là, la famille, tu sais, finalement trouvait que bouf, tu sais. Fait que, puis se parler de nos bons coups, se soutenir entre nous, mais la bienveillance, tu sais, en quelque part, on le sent là, actuellement, là, elle viendra pas de l'extérieur. Non. Hem, puis je pense que comme groupe de médecins, on est très épidermique des fois par rapport au regard externe, à ce que les gens peuvent penser de nous. Ce que mon collègue disait, c'était: «Hey, il faut commencer par nous-mêmes. Il Mmh. faut commencer par soi, individuellement, puis après ça, entre nous, là, on contrôle ce message-là. Il y a personne qui va nous imposer quoi dire quand on ouvre la bouche pour se dire qu'on est beau puis qu'on est fin. Parce que en quelque part, là, comme groupe, là, moi, je trouve Ouais. qu'on est beau puis qu'on est fin. Puis comment vous le cultivez ça chez vous? Parce que tu me dis: «On a fait un lac à l'épaule, puis finalement on a parlé de 2 heures de bienveillance». Au-delà des paroles qui ont été échangées à ce moment-là, là, dans le day to day, là, comment vous faites vivre ça? Ben, c'est un travail qu'on a commencé, il y a un peu moins d'un an. Puis on a invité tu parlais du PAMQ, là, on a invité, des gens du PAMQ à venir nous rencontrer parce que, ça passe par le cerveau aussi, là, par la connaissance. On est zéro formé en bien-être. Nous, on a maintenant dans le programme de Sherbrooke en médecine d'urgence, il y a une formation qui est donnée, digne de ce nom aux résidents. La bienveillance, là, c'était essentiellement de faire le maximum d'heures puis de voir le maximum de patients dans le minimum de temps, là. Je veux dire, c'était pas mal ça quand j'étais résident, là, mais je pense que là, au quotidien, c'est d'essayer d'implanter des choses. Il y a plein de gens qui ont réfléchi, on fait attention à nos horaires. Quand les gens font des demandes d'échange, parce qu'à l'urgence, souvent, on échange des quarts de travail. Mmh. Quand les gens écrivent, ben, tu sais, moi, ben, par exemple, tiens, c'était l'Halloween. Bon, mais il y a des gens qui ont dit: «Hey, moi, j'aimerais ça passer l'Halloween avec mes enfants». Puis bon, moi, mes enfants,
Ils ont l'âge de donner des bonbons plus que de passer l'Halloween, là. Fait qu'on s'organise pour se libérer. La semaine de relâche, on fait un effort pour la libérer. Les temps des fêtes, d'être conscient qu'il y a des gens qui ont des besoins familiaux différents par rapport à d'autres. Libérer du temps personnel. Et la simulation, ça, il y a un de mes jeunes collègues qui s'occupe de la simulation, là, le fait de faire des simulations en équipe. euh, je pense que ça fait que les gens se comprennent mieux, communiquent mieux. Un autre exemple, le même collègue là, qui s'occupe de la simulation, on fait maintenant un exercice de feedback. Ouais, De rétro... rétroaction? Ouais, ça a un nom. Là. Après un gros cas, là, excuse-moi, j'hésite, Pascal. Là. Le debriefing. Dans le fond, Debriefing. OK, c'est ça. on revient OK. sur le cas, ouais. Bon, je reviens. Donc, c'est ça, Donc, on a un exercice de debriefing à la fin de gros cas. Puis là, tout le monde peut dire quelque chose ou pas. En fait, on n'est pas obligé. C'est fait dans un environnement qui juge pas, qui accuse pas personne, juste dans un environnement qui écoute ce que les gens ont à dire. Puis ça fait peut-être 6, 9 mois là, qu'on fait ça. Il est sorti plein de super idées. Les gens ont moins de détresse le lendemain ou la ouais. semaine après parce qu'on a eu, tu sais, des bébés ou tout ça. Là, le bébé retrouvé dans un abribus dernièrement, c'est chez nous qui est arrivé à 6 heures le matin. Donc, ça viraille tout le monde à l'envers. Fait que C'est clair. le fait de faire un bon debriefing, d'écouter ce que le monde a dit, mais pas juste d'un point de vue émotif, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on pourrait corriger pour la prochaine fois? Donc, je pense qu'en termes de Puis toujours en bienveillance, étant ça passe. constructif, c'est ça. Ouais, exactement. Les gens travaillent puis ont l'impression qu'on les écoute, puis que Mmh. quand on dit, hey, il y a une étiquette là qui manque sur tel tiroir de réanimation néonatale, le tiroir est parfait, mais on ne l'a pas trouvé. On n'attend pas 3 mois, discuter sur 8 comités, puis tout ça. Non, non, on sort la machine à étiquette, on le met dessus, puis le lendemain, ben, l'étiquette est sur le tiroir, puis maintenant, on va le trouver la prochaine fois plus vite. Ça va prendre 3 minutes de moins, puis Ouais. du stress de moins. Puis Donc, c'est un avez-vous peu du ça, je support? pense. Avez-vous du Hein? support de votre organisation de ce côté-là ou c'est vraiment un truc qui est l'idée par qui est organisé puis fait par le milieu puis ceux qui sont dedans? Nous, on a décidé, il y a quelques années de prendre en charge nous-mêmes notre destin. Puis je pense que pour nous, ce qui nous aide, c'est d'essayer d'avoir des initiatives très locales, Mmh. de très, très juste, tu sais, pour notre département, notre salle de choc, notre quart de nuit, notre quart de soir, les pour puis pas essayer de convaincre trop la direction de plein de choses qui deviennent, difficiles à gérer après. On a une DSP qui est très présente, accessible. Nous, on n'est pas obligé de prendre rendez-vous dans 3 mois. J'ai une chef d'urgence qui est très, très proactive. Je pense que, tu sais, tantôt, on parlait de donner du sens à notre vie professionnelle. Je pense que d'avoir, tu sais, moi, quand je rentre puis je vois que l'étiquette est sur le tiroir, Pascal, je suis peut-être nono, mais moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'on a bien fait les choses. Ouais. On a réfléchi, ça a pris 15 minutes, on a déterminé que c'était ça qu'il fallait faire pour que la fois d'après, on ait moins de stress. Mmh. Ben, Colin, c'est pas dur, là. Je veux dire, on sort la machine puis on le fait. Ouais. Puis je Ça vous pense a pas pas qu'on ait pris 8 besoin. comités, sur 3 mois de concertation pour arriver à un résultat assez simple, là. Exact. Puis je pense que ça, c'est ça, faire attention à nous-mêmes tous les jours. Mmh. Puis c'est pour ça que je pense que d'essayer de gérer tout le monde par une méga structure, on s'en va nulle part avec Mmh. ça dans le système. Je pense que les gens ont des excellentes initiatives locales. Les gens sont très, très dédiés dans leur Mmh. travail. Puis là, avec la loi 2, ce qui pend au nez des médecins à l'urgence, entre autres, ben, il y a des objectifs dans tous les secteurs de pratique, mais à l'urgence, on va parler de mettre la pression pour que chaque patient soit vu par un urgentologue à l'intérieur de 90 minutes. Ça va mettre de la pression sur les équipes si les gens s'organisent pour atteindre l'objectif. Le ministre dit sur toutes les tribunes, ah, l'objectif, il va être progressif. Qu'est-ce que tu penses de cet objectif-là? Est-ce que tu penses que cette pression-là, elle va avoir un impact sur tes équipes ou sur les gens qui travaillent avec les médecins puis sur les médecins eux-mêmes? Je pense que la violence au travail, ça passe par des objectifs inatteignables. Puis ça peut pas faire autre chose que de déstabiliser les équipes, de rendre les gens cyniques, c'est encore plus, Mmh. puis de démotiver des gens qui ne travaillent pas pour des objectifs inatteignables. Ils travaillent pour des objectifs atteignables, c'est-à-dire d'offrir des soins à la population dans un délai qui effectivement est long, mais pour les gens qui ont vraiment besoin de soins urgents,
ben, les délais, ils sont raisonnables. Mhm. Je pense que ces objectifs-là qui sont inatteignables, pas juste pour l'urgence, là, un peu partout, qui ne correspondent à rien de toute façon de concret et de cohérent qui se rajoute pour les patients. C'est-à-dire que, tu sais, le fait de mettre un objectif comme celui-là, puis tu t'amènes rien de plus, ben, je veux dire, tu penses que c'est qui va les atteindre? Je pense que c'est une façon, extrêmement, claire de démontrer qu'ils sont à l'écoute de rien, Ouais, qu'ils écoutent exact. pas qu'est-ce que le monde leur ont dit. Je peux pas croire, Pascal, qu'il y a personne qui leur a dit: «Hey you, là, en ville, c'est impossible. Nous, Ben, c'est être seulement inatteignable». souhaitable, tu sais, dans le fond, voir en 90 minutes, il y a aucune littérature qui supporte ça de toute façon, à dire que de voir parce que tu t'es foulé le petit orteil puis que tu es à l'urgence pour ça, de se dire que c'est même pertinent que tu sois vu en 90 minutes pour ça, là. Ouais, mais prenons, mettons, là, un patient là, qui est suivi par un des médecins plus âgés qu'on a en Montérégie. Il y en a plein. Bon, Mhm. ben, le gars, il a 72 ans, il essaie de donner un coup de main, il travaille une journée ou 2 par semaine, puis c'est bien correct, là. On est content qu'il soit là. Bon, ben, lui, mettons, là, qu'il réussit pas à avoir son médecin de famille d'ici 3 semaines, puis là, il a décidé que là, il voulait consulter. Bon, ben, il va venir à l'urgence, puis il va s'attendre à être vu en 90 minutes. Puis moi, quand je vais le voir 20 heures plus tard parce que sa plainte est absolument pas urgente ni dangereuse, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est sûr qu'il va me tomber d'en face. Parce que Mhm. lui, on y a dit, sur toutes les tribunes possibles et inimaginables, en haut de 90 minutes, c'est inacceptable. Ça Mhm. veut dire qu'ils sont pas bons. Ça veut dire qu'ils font pas les choses comme faut. Ça veut dire qu'ils écoutent pas. Puis là, moi, je vais me retrouver, et ainsi que toutes les infirmières puis les préposés, avec quelqu'un qui a eu dans la tête un objectif inatteignable qu'on lui a Ah oui. donc mis dans sa tête. Puis lui, quand il est arrivé, il pensait que c'est ça qui allait arriver. Alors que c'est clair que c'est pas ça qui allait arriver pantoute. Mhm. Fait que là, je pense que je pense que tout le monde va sortir de là, grandement insatisfait. Autant les patients qui s'attendent qu'il se passe quelque chose et les travailleurs qui, eux, savent très bien que ça n'arrivera pas puis qui sentent encore là qu'on les écoute pas puis que ce qui se décide est tellement loin de leur réalité que ça devient, Absurde. aberrant. Ouais. Comment il dit ça là, Dubé qui fait appel à notre, Sens responsabilité du professionnelle. devoir. À notre sens du devoir. Hey, lâche-moi tranquille. Tu s'il y a quelque chose qu'on s'impose tous les jours de notre vie au travail, c'est bien ça, là. Fait que, Sens du devoir, justement, au quotidien, dans ton. Comment moi, tu. c'est impeccable avec chacun des patients que je vois. C'est d'être ultra professionnel. C'est de Hum, lui donner le maximum que je suis capable de lui donner. Moi, c'est ça, le sens du devoir, c'est ça premièrement. C'est hum. d'être le meilleur que je suis capable d'être avec chacun des patients que je vois. Fait que quand tu as un Heu, ministre qui t'arrive puis qui t'interpelle pour te dire voici la loi, voici vos obligations et vos objectifs, mais on fait confiance au sens du devoir des médecins, comment tu reçois ça? c'est de la bullshit. C'est de la bullshit totale parce qu'en fait, c'est juste du pitch de vente. C'est à mon sens, là, tu sais, les communications du ministère sont vraiment performantes, là, c'est vraiment très, très bon. Hem Puis, tu sais, mon père travaillait à Centrale nucléaire de Gentilly pendant 25 ans, puis il disait: Quand tu lis sur un sujet que tu connais, comme le nucléaire, puis à quel point il y a des niaiseries qui sont écrites là-dessus, C'est quand évident. tu quand tu lis sur quelque chose que tu connais pas, c'est là que tu te rends compte à quel point tu devrais vraiment te méfier. Puis là, évidemment, la population générale, eux autres, ils prennent ça pour du cash, puis je les comprends. Je veux dire, ils vont pas commencer à regarder ça dans le détail puis se dire: «Y a-tu raison, as-tu pas raison?» Et Ouais. Qu'est-ce qui te garde motivé comme humain, comme médecin, comme urgentologue à continuer d'avancer, à enseigner, à t'impliquer dans les choses que tu mentionnes depuis tantôt? Moi, je suis un gars d'équipe, là. J'aime travailler en équipe. J'aime les gens avec qui je travaille. Puis, la chose la plus importante, moi, j'ai toujours aimé ça, rencontrer les humains qui sont mes patients. J'étais au cégep, puis je me disais: «Hey, la médecine, ça m'intéresse parce que moi, je veux voir du monde. J'aime ça être avec du monde». Puis c'est ça qui me motive, au jour le jour. Cette passion-là, elle a pas baissé. La flamme est là. Moi, il faut que je fasse attention à moi parce que tu sais, je suis un gars passionné, donc tu sais, il faut que je comprenne aussi que la perception de la population peut varier selon les discours politiques. Mmh.
Ça, je trouve ça, difficile. Si je parlais de ça avec quelques collègues, là, puis que c'est pas le moment de notre vie, là, actuellement, où est-ce qu'on a l'impression que nos amis nous appellent pour nous dire qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup entre médecins, là, puis, les gens, le discours politique est extrêmement, fort, et extrêmement bien, préparé depuis quelques années, hem, que c'est de la faute des médecins puis que nous, on n'est pas corrects là-dedans. Puis qu'il y a du corporatisme et autre chose. Puis je pense qu'il faut rester centré sur notre passion initiale. Puis moi, c'est les humains. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me tient. Mmh. Puis, si aujourd'hui, là, on te donnait là, un petit pad là, de prescription magique là, pour prescrire un traitement là, à notre système de santé québécois, là, qu'est-ce que tu prescrirais? Écoute, 4 fois par jour, par séance de 15 minutes. Vrai. La vraie écoute. Mmh. Puis après ça, je marquerais réduire la dose d'orgueil, rajouter un peu plus d'humilité dans l'ensemble des intervenants et j'inclus les docteurs là-dedans aussi. Nous aussi, on a nos défauts. Ce serait ça, beaucoup plus d'écoute, de la vraie écoute, moins d'orgueil, puis l'humilité, je pense que ça s'ajoute bien comme épice à la fin de tout ça. Si on avait, là, parce que même si on n'a pas le droit là, de faire des actions concertées présentement, pour toi, qu'est-ce qui constituerait une vraie action concertée entre les médecins, le gouvernement puis les citoyens? Moi, je suis un amateur de philosophie grecque. On part d'il y a 2500 ans. Les gens s'assoyaient, sur la place centrale pour discuter des problèmes de la cité. Les citoyens, les esclaves, tout le monde avait le droit de parole. Il y avait quelques sages qui amenaient ça en délibération. Les décisions se prenaient d'un point de vue citoyen. Je pense qu'on est prêt pour des états généraux en santé. Quand on a lu sur, les gens là, qui ont fait la Révolution tranquille au Québec, on n'a pas invité juste des comptables et des hommes d'affaires. On a invité des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des gens de la société civile, des artistes, des gens qui pensent différemment. Puis, je pense que là, on est dû comme société à s'asseoir ensemble, à regarder ça d'un point de vue, transpartisan, puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour les 40 prochaines années dans une société vieillissante, dans une société technologique qui va changer. Puis, pas qu'est-ce que le prochain gouvernement va faire dans les 3 prochaines années. Non, non. Là, il faut qu'on s'assoie, qu'on discute. Ça prendra le temps qu'il faut. De toute façon, ça peut pas vraiment aller bien pire que c'est là. Puis après ça, on se donne un plan de match. Puis le gouvernement, son rôle, c'est de suivre le plan de match, puis de l'actualiser en écoutant ce que les gens ont à dire. Puis ça, tu sais, Geneviève Fournier là, qui s'est présentée à la mairie de Longueuil, son Qu'est-ce qu'elle plan de match là, c'était de dire: «On va faire des choses plates. Ça va être ça mon programme. On va faire des infrastructures souterraines». Mais son équipe de communication a commencé par lui dire: «Es-tu folle?» Et elle dit: «Ben non, c'est ça que le monde veut. Ils veulent à un moment donné que ça arrête de couler dans leur sous-sol. Ben pour ça, ben, il faut faire les tuyaux». Ben voilà. Fait que là, en santé, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faut arrêter que faire ça les coule dans le tuyaux. sous-sol, ben, il faut faire les tuyaux. Ça, généraux, je pense que moi, je suis très intéressé à entendre qu'est-ce que les sociologues ont à dire sur notre système de santé. Qu'est-ce que Mmh. les citoyens ont à dire sur notre système de santé? Puis je te dirais même, qu'est-ce qu'a à dire un metteur en scène là, qui, lui, fait du théâtre? Puis qu'est-ce que lui a à dire sur notre système de santé? Ça m'intéresse, moi, je veux le savoir. Comme citoyen aussi. Je pense qu'on est rendu là vraiment. De plus en plus de médecins vont nommer ce besoin-là de retourner à la source, de faire des états généraux avant de se dire, hey, on fait ça, de dire, mais où est-ce qu'on veut s'en aller avec tout ça? C'est une chose qu'on doit faire collectivement, mais si tu avais un message à laisser à tes collègues là, médecins là, aujourd'hui, là, à ceux qui t'écoutent, là, qu'est-ce que tu leur dirais? Au jour le jour, là, il faut se recentrer sur notre passion. Il faut se recentrer sur ça, puis l'autre chose, c'est qu'il faut se recentrer sur les patients un à un. Chaque patient est là devant nous de façon totalement entière, puis je pense que ce qui fait qu'on tient comme groupe, puis comme personne, c'est de se concentrer sur chacun de ces patients-là, de ces êtres humains-là qui, met une partie de son destin entre nos mains. Puis je pense que quand on se recentre sur cette réalité-là, on va se sentir bien à quelques reprises dans notre journée, ce qui fait que quand on va entendre tout le bruit politique autour, ça va diminuer un peu l'impact sur nos vies. Là, entre 2002, 2025, 23 ans plus tard, toi, tu es encore là,
fidèle au poste, prêt au combat, comme le dit la chanson. Si tu pouvais dédier là, la conversation qu'on vient d'avoir à quelqu'un, un collègue, un patient ou encore une génération, là, pourquoi pas, voyons ça large, à qui tu la dédierais? Je vais la dédier à ma blonde, en fait, Pascal, parce que ma blonde, c'est un médecin de famille jusqu'au trognon, là, une femme aimante, passionnée, qui fait de la périnatalité, puis que le système est vraiment en train de la briser, vraiment. Puis, je pense que, tu sais, elle, elle a été là en 2002 pour moi, là, tu sais, quand ça s'est arrivé. Moi, j'essaie d'être là pour elle. Puis, Mm. je pense qu'il y a plein de médecins, en particulier des femmes comme toi, des mères de famille, qui se donnent à fond là, pour leur travail. Puis actuellement, ils vivent ça extrêmement difficilement. Beaucoup de beaucoup de tristesse. Puis moi, ben, en quelque part, c'est ça. Moi, je lui dis, tu sais, que je vais essayer d'être là pour elle, puis de parler aujourd'hui, ça fait partie de ça aussi. Ben, je te remercie énormément pour ton temps. Je salue ta conjointe. C'est un peu le but, en fait, de l'action concertée. Ben, c'est qu'entre médecins, on soit capable de partager puis de libérer une parole, justement, pour se projeter dans ce qu'on va continuer d'être comme groupe professionnel, mais aussi comme humain dans cette société-là. Fait que merci, Martin Loranger, de ton temps. Merci d'avoir partagé le retour vers le futur avec nous. Puis en espérant que Legault va écouter un petit peu, que François va écouter ce que tu as dit, puis qu'il va se mettre en position d'écoute puis qui va le souffler à Christian Oui. dans les prochains jours. Merci. Merci.